Bonjour à tous. Bonjour. Alors on va attendre un tout petit peu que tout le monde ait le temps de se connecter. On a du monde qui arrive. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer, on va attendre encore quelques secondes et puis on va commencer, que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc bonjour, bienvenue à tous sur le live donc sur l'Alberta. Donc je me présente, je suis Laura et je suis en compagnie d'Amélie qui représente l'Office de tourisme de l'Alberta. Et donc moi je vais me présenter rapidement. Donc je suis Laura, je travaille donc pour l'agence de voyage Fairmove. Pour vous dire quelques mots sur l'agence de voyage, donc on est une agence qui est nouvelle, qui a été créée en 2021 donc par Jean-Pierre Nadir et Corinne Louison, et on propose principalement des voyages en ligne. On a une gamme qui est très très large de voyages, de destinations. On va avoir des circuits accompagnés, on va pouvoir vous faire du sur-mesure, des voyages à la carte, des séjours en thalasso aussi si vous le souhaitez. Et donc, on propose pour tout type de clientèle, que ce soit les clientèles en couple, des voyageurs solo et également des familles. Voilà, donc je te laisse te présenter, Amélie. Merci beaucoup Laura. Alors bonjour à tous, moi c'est Amélie Cocheteux, je suis la responsable trade et médias pour Travel Alberta, donc qui est l'office de tourisme de la province canadienne de l'Alberta, donc je suis également la représentante sur le marché français. Ok, donc Amélie, on est ici pour présenter donc l'Alberta. Donc tu représentes l'Alberta, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la destination? Quels sont voilà, les lieux emblématiques, les conditions aussi pour aller en Alberta? Qu'est-ce qu'on peut y voir principalement? Bien sûr. Alors l'Alberta, déjà pour la resituer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont besoin d'un petit rappel géographique, donc c'est une province de l'ouest du Canada qui est située entre la Colombie-Britannique et la Saskatchewan. Elle se situe au sud de l'État, de la province des territoires du Nord-Ouest et au nord de l'État des États-Unis du Montana. Donc c'est une province qui a une superficie de 661 000 km². Okay. Ça veut rien dire quand on ne met pas de perspective, mais c'est l'équivalent de la superficie de la France, de la Belgique, de la Suisse et des Pays-Bas réunis. Donc c'est une province qui est quand même assez conséquente. Il y a 4 millions d'habitants qui habitent en Alberta, dont la moitié qui sont dispersés entre les deux villes principales que sont Edmonton et Calgary. Edmonton étant la capitale provinciale de l'Alberta. Donc voilà pour le côté géographie, c'est une province majoritairement anglophone. Il y a, même si la seconde langue officielle c'est le français, dans les infrastructures touristiques principales en Alberta, donc dans les restaurants, dans les hôtels, dans les parcs nationaux et provinciaux, on a des employés qui s'expriment en français. Donc même si voilà, c'est majoritairement ce ne sera pas un problème pour notre public français, voilà. Ils auront quand même du contact en français quoi qu'il en soit, et oui, tout à fait. Ils pourront pratiquer l'anglais aussi sur place. Absolument, ouais. Quoi dire de plus? La monnaie locale c'est le dollar canadien et qui est extrêmement profitable, le dollar canadien versus le dollar américain, parce qu'avec l'équivalent de 100 € en poche, vous avez 160 dollars canadiens à peu près voilà, à dépenser en Alberta. Au-delà de ça, en termes d'accessibilité, le meilleur moyen de se rendre en Alberta, c'est grâce au vol WestJet, qui est une compagnie qui opère le vol Paris-Calgary en direct et quotidiennement en moins de 9 heures. Et moi, je vais juste rajouter quelque chose, donc juste pour l'accessibilité et les conditions d'entrée pour le Canada. Donc, il faut avoir un passeport valide 6 mois après la date retour. Et la seule condition d'entrée aussi, ça va être un visa. C'est l'AVE pour les clients français, qui est pas cher du tout, donc qui coûte 7 $ canadiens, si c'est bien ça. Donc, ça fait l'équivalent de 5 €, 4-5 €.
et vous faites la demande et vous l'avez très très rapidement. Donc dans les 48 heures maximum, vous allez avoir votre autorisation pour entrer sur le territoire canadien. Et surtout, cette AVE est valable pendant 5 ans. Donc vous avez le droit de rentrer plusieurs fois sur le territoire sans problème, visiter l'Alberta plusieurs fois si vous le souhaitez. Et oui, c'est même fortement recommandé parce qu'il y a plein de choses à voir et ce tout au long de l'année. Donc du coup, quelles seraient tes recommandations pour l'Alberta? Quelles seront pour toi les choses emblématiques qu'on peut voir? Déjà, c'est une très bonne question parce que l'Alberta va vraiment se différencier des offres touristiques des provinces voisines parce qu'elle abrite des lieux absolument mythiques. D'ailleurs, je suis sûre que si vous n'avez jamais entendu parler de l'Alberta en tant que destination, vous avez tous déjà été exposés à des paysages emblématiques de l'Alberta. D'ailleurs, on va faire un petit exercice pratico-pratique. Si vous tapez paysage canadien sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur ces photos. Voilà, alors les magnifiques lacs bleu turquoise nichés au cœur des montagnes, eh bien on les trouve nulle part ailleurs qu'en Alberta. C'est vraiment finalement la carte postale du Canada, l'Alberta. Donc ça c'était pour le petit pitch d'introduction, mais c'est vrai que c'est une province qui est extrêmement différente des autres offres touristiques du Canada. Et ce notamment par la diversité des paysages. Il n'y a pas que les montagnes rocheuses, il y a également des zones beaucoup plus arides, beaucoup plus sèches. Il y a des canyons dans l'est de l'Alberta, dans une partie qui s'appelle les Badlands. Donc là, on se retrouve vraiment au cœur de mini-déserts avec des antilopes et des serpents à sonnettes. On est vraiment sur un type de paysage qui est complètement différent. Le western, du coup. Ouais, tout à fait. On passe dans la partie western, plus au sud de l'Alberta, dans les prairies canadiennes. Donc là, c'est des prairies à perte de vue, il n'y a pas d'arbres, pas de béton, pas de périph', il n'y a rien du tout, juste la nature à perte de vue. Il y a des bisons qu'on retrouve dans cette portion de l'Alberta, et notamment beaucoup de ranchs qui mettent justement en lumière cette culture western de l'Alberta. Plus à l'ouest, vous avez les Rocheuses canadiennes, ces beautés magnifiques que sont les montagnes et les Rocheuses. Vous avez des forêts boréales plus au nord de la province. Donc vous avez vraiment partout où vous allez en Alberta des expériences immersives totalement différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs. Bon, ça c'est sûr. Honnêtement, donc moi j'y suis allée cette année. J'ai eu la chance de pouvoir visiter l'Alberta fin juin, début juillet pendant à peu près 15 jours et ça a été des paysages vraiment incroyables. Ça a été, comme tu disais, un mélange de lacs, un mélange de montagnes, un mélange de collines, de prairies, des petits hôtels, des ranchs. On voit des animaux, donc on se gare, on voit des animaux qui sont juste à côté. Alors inoffensifs et quelques autres qui peuvent être un petit peu plus, qui font un petit peu plus peur à voir, mais on a toujours avec nous une sécurité et autres, une petite clochette quand on part faire des randonnées. Mais c'est vraiment des paysages incroyables. J'ai eu la chance de visiter j'ai vécu en Nouvelle-Zélande et j'ai eu la chance de visiter la Nouvelle-Zélande. Et jusqu'à présent, la Nouvelle-Zélande était pour moi imbattable. Imbattable, c'était un paysage incroyable. Et je suis allée en Alberta. Donc j'ai eu la chance de faire ce voyage-là. Et honnêtement, ça a battu toutes les autres destinations que j'ai eu la chance de faire. J'ai jamais vu des lacs aussi bleus. C'était même tout type de bleu, c'était du bleu, du vert, il y avait vraiment toutes les couleurs, l'eau était limpide, tout était incroyable, les gens sont très accueillants, vraiment. On a aussi, pour les amoureux de la nature, on a tout type de randonnées, que ce soit des randonnées qui soient faciles, qui soient un petit peu plus difficiles. On peut faire de l'escalade, on peut faire des balades à cheval si on veut, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Oui, tu as raison, et tu as raison de le mentionner, Laura. C'est vrai que c'est une particularité de cette province. Elle propose au fur et à mesure des saisons des expériences qui viennent se compléter et qui sont tellement différentes d'une saison à l'autre. C'est vrai qu'en printemps-été, les randonnées, ça va être le must à faire en Alberta parce qu'on a beaucoup de sentiers très bien balisés en plus et très divers. Mais en automne, l'idéal c'est de faire une balade à cheval. En hiver, ça va être le traîneau à chien, ça va être l'escalade sur glace. Mais je pense que c'est ça aussi le contraste avec l'Alberta, c'est que j'imagine qu'en été, moi pour l'avoir vu en été, seulement en été, ça doit être un paysage mais complètement différent. Il y a vraiment toute une autre expérience en hiver avec des activités complètement différentes. Tout à fait. Oui, c'est une expérience à chaque saison.
Alors, quelles sont pour toi, du coup, les destinations, ou du moins les villes qui vont être les incontournables? Moi, j'en ai eu deux. J'ai eu Banff et Jasper, avec donc les lacs que j'ai pu visiter aux alentours. Est-ce que toi, tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as aussi d'autres Oui, tout à fait. Alors les incontournables, il y en a énormément, mais c'est vrai que la ville de Calgary, c'est une ville extrêmement dynamique et multiculturelle qui mélange à la fois cette culture western qui est endémique à l'Alberta, hein, c'est pas du tout du superficiel, hein, tu l'as vécu avec le Stampede dont on parlera juste après. Mais c'est vrai que Calgary, elle a la particularité d'être un mélange de villes western et à la fois extrêmement moderne, avec beaucoup de musées à visiter, beaucoup de lieux emblématiques qui vont retracer l'histoire également de la province. Il y a les Badlands qui se situent vraiment à proximité de la ville de Calgary, à seulement 1h30 de route. Et les Badlands, c'est le Far West, c'est ces canyons magnifiques. C'est une zone qui est très, très aride et qui est très riche aussi qui est en fossilifères, pardon, voilà, je vais y arriver. C'est là où on retrouve des ossements de dinosaures et notamment le plus grand musée de paléontologie au monde, le Royal Tyrrell Museum. Donc c'est vraiment une zone qui est indémodable, qui est extrêmement sympathique à visiter. Et après forcément les parcs nationaux, hein, on est dans une zone où on a le parc national de Banff et de Jasper qui sont les deux premiers du Canada. Donc à la fois historiquement et naturellement, c'est une zone qui est extrêmement riche en expériences et en lieux à visiter. Du coup, moi j'ai une question par rapport à ça parce que moi j'ai eu l'expérience du Canada en été. Toi, j'imagine que tu as l'expérience sur toutes les saisons. Quelle est pour toi la meilleure période pour aller en Alberta? Est-ce que toi tu as une préférence sur un mois en particulier, une saison en particulier pour partir en Alberta? Alors très honnêtement, c'est une province qui va vraiment se visiter tout au long de l'année parce que chaque saison offre son lot d'expériences. Moi j'ai préférablement une préférence personnelle pour l'hiver parce que c'est moins visité, il y a beaucoup moins de monde. De touristes, et c'est vrai que visiter les lieux en hiver ça donne une perspective totalement magique et différente. Mais c'est vrai que l'automne est absolument magnifique également parce qu'on a des très belles couleurs aussi, alors qui se limitent au jaune avec les mélèzes qui changent de couleur avec un jaune flamboyant, mais en contraste avec les lacs bleus, c'est absolument magnifique. Mais du coup, alors je rebondis sur le fait que toi tu aimes l'hiver, mais comment est-ce que tu te déplaces en hiver? Donc est-ce que c'est un véhicule et tu sillonnes un petit peu les villes, ou tu restes à une même ville et tu pars un peu en étoile, c'est-à-dire que tu vas visiter les parcs aux alentours? Alors il y a diverses options. Alors la plus facile en hiver pour limiter quand même la voiture, hein, les transports, ça va être de louer un véhicule parce que l'avantage aussi c'est qu'en arrivant sur Calgary, on a à faire seulement 1h30 de route pour être sur les points principaux à visiter. Donc autant les Badlands dans l'est que dans l'ouest, les Rocheuses canadiennes, il y a seulement 1h30 de route, donc ça c'est quand même le gros avantage. Après en hiver, on peut très bien parcourir un peu plus de routes, mais les routes sont extrêmement praticables, même dans les Rocheuses canadiennes, hein, ils ont l'habitude de l'hiver. Et voilà, au Canada ils sont habitués, ils font en général en fonction aussi de la météo, des saisons, et toutes les routes sont dégagées. Ça, absolument. Donc oui, un Calgary, Canmore, Banff, ça se fait extrêmement facilement. Et puis remonter la promenade des glaciers jusqu'à Jasper. Je sais pas, tu l'as fait alors moi j'ai fait vraiment toute la route des glaciers, c'était époustouflant parce qu'on a envie de s'arrêter toutes les 5 minutes. On a toujours un paysage qui est différent, on voit ces montagnes enneigées, alors qu'ils sont enneigées aussi du coup même en été. Alors j'ose même pas imaginer en hiver, ça doit être encore plus incroyable. Mais pour moi, cette route est magique. Vraiment, celle qui descend de Jasper jusqu'à Banff, c'était incroyable. Et puis après, voilà, on arrive avec ces lacs qui ont une couleur très claire aussi, puisque ça vient des glaciers. Donc c'est la fonte des glaces qui fait que cette couleur de lac est aussi incroyable, qu'on n'a pas ailleurs aussi, que ce soit en France ou enfin, en Europe en général. Non, vraiment, j'aimerais bien le faire en hiver du coup, pour voir un petit peu ce contraste qu'il y a entre les paysages. Tout à fait. L'avantage de l'hiver, c'est que bon, les lacs ils sont recouverts de glace, mais ils gardent leur couleur et on peut même patiner dessus. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Patiner sur le lac Louise, c'est une expérience absolument incroyable. Et toi, du coup, j'ai une question par rapport à ces lacs. Est-ce que tu as un lac vraiment pour toi
que tu préfères parmi le lac Louise, le lac Maligne, le lac Moraigne, il y en a tellement aussi. Est-ce que toi, tu as vraiment une préférence pour un de ces lacs? Alors oui, forcément, j'ai une petite préférence. Alors ils sont tous magnifiques, hein, notamment par la couleur, encore une fois, qui est absolument exceptionnelle. Et c'est pas des retouches, hein, c'est vraiment l'eau, elle est vraiment de cette couleur. Mais j'ai une préférence pour le lac Peito, qui se situe justement sur la promenade des glaciers. Et elle a la particularité d'avoir sur le point de vue une forme de loup. Donc c'est un spot photo. Puis il y a une super randonnée aussi que j'avais eu la chance de faire, où là on a vraiment au sommet de la petite montagne, c'est pas une montagne, mais une colline montagne, où on a vraiment toute cette vue sur le lac Peito avec une couleur qui est un petit peu, je pourrais pas décrire parce qu'elle est différente de celle qu'on a du lac Louise ou du lac Moraigne. C'est vraiment un bleu vraiment un peu plus foncé, mais on dirait vraiment qu'on a lancé du colorant, qu'on a mis du colorant dans ce lac, quoi. Enfin, moi aussi j'ai trouvé ça incroyable. Non, puis j'ai une préférence également pour un autre endroit emblématique, c'est à Cannemort, donc juste à proximité du parc national de Banff, à 15 minutes à peine. On a Cannemort, c'est un petit village extrêmement charmant et qui a la particularité aussi, c'est d'avoir une grande diversité d'hébergements. Et il y a ce lac qui s'appelle le lac Grassy, qui a une importance assez particulière pour les peuples autochtones parce que c'est un lieu sacré. Et pareil, c'est beaucoup plus intimiste comme endroit, mais c'est une petite rando extrêmement accessible pour les familles, pour les personnes qui sont pas très adeptes des très grandes randonnées. Et pour le coup, il a une couleur aussi magnifique, verte bleue. Et je me rappelle aussi à cette randonnée, c'était un super spot aussi d'escalade, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient escalader. Moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voir des animaux. J'ai pu voir un ours au loin. Donc ça, c'était incroyable puisque on n'a pas l'habitude, nous, à part éventuellement aller aux zoos, si on a encore on y va, etc. Mais de pouvoir voir un ours là se balader quand on est au-dessus, qu'on a toute la vue. Donc honnêtement, c'est incroyable. Et c'est aussi la particularité de l'Alberta, c'est d'avoir cette richesse en termes de faune et de flore. Que ce soit des ours, des bisons, des pumas, des lynx, des coyotes, des loups, et j'en passe vraiment, et des meilleurs. Mais c'est un des seuls endroits, de par tous les efforts de conservation et de protection du gouvernement pour dans les parcs nationaux, dans les parcs provinciaux, c'est un des seuls endroits au monde où ces animaux ne risquent pas, ne sont pas menacés. Ils sont bien protégés, Ils sont extrêmement bien sur les parcs nationaux, exactement. Tout à fait. Et vraiment, chaque année, la destination a à cœur de prendre des nouvelles mesures justement pour protéger d'autant plus à la fois la faune comme la flore. D'accord. Et du coup, pour un voyage type, quel serait pour toi l'aéroport d'arrivée? J'imagine qu'on serait sur Calgary. Donc on arriverait sur Calgary. Et quel est à peu près le temps moyen que tu penses serait le mieux pour visiter l'Alberta? On serait sur quoi? Du 10, 12, 15 jours si on veut vraiment prendre le temps? Oui, tout à fait. On recommande minimum un séjour de 10 jours. Déjà parce qu'on est à un décalage horaire de 8 heures, donc c'est vrai que rien que le temps d'adaptation au décalage horaire, il faut 2 jours pour bien absorber ce décalage horaire et profiter pleinement du voyage. Mais surtout, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai que si on veut avoir un beau séjour et voir pas mal de choses, il faut essayer de rester le plus longtemps possible. Bien sûr. Parce que tout faire en quelques heures, c'est pas possible. On n'a pas le temps de profiter. Surtout, quitte à y être, on prend l'avion, on a quand même des longues distances en avion, donc quitte à y être, autant en profiter pleinement et rester le maximum de jours qu'on peut. Après, je vais parler rapidement en termes de budget sur cette destination. Alors, il y a tout type de budget, ça va dépendre aussi du voyage que vous souhaitez faire. Donc là, on a des offres, par exemple, sur Calgary. Si on reste 7 nuits à Calgary en comptant le vol et l'hôtel, on va avoir des tarifs à partir de 1040 €. Donc ça va aussi dépendre de la saison, ça va dépendre aussi à quel moment vous réservez votre voyage. Donc ça qu'on a des tarifs à partir de. Mais après, on va avoir des circuits accompagnés aussi, que Fairmove propose également. Des circuits en solo, donc c'est-à-dire on peut louer une voiture et réserver plusieurs hébergements. Donc on vous réserve plusieurs hébergements en Alberta, Jasper, Banff, Calgary. Si on a la chance aussi d'aller voir le Stampede, c'est un plus. Du côté de Canmore, Edmonton, donc voilà, on fait vraiment un périple autour de l'Alberta. Et là, c'est aussi un programme que l'on propose en sur-mesure, selon vos envies, selon votre durée. Et voilà, là, les tarifs peuvent varier aussi selon le type d'hébergement.
Tout à l'heure, tu parlais donc du décalage horaire aussi, Oui. parce que j'aurais voulu savoir, donc c'est combien à peu près le décalage horaire? C'est 8 heures. C'est 8 heures. Ouais, tout à fait, 8 heures, oui, 8 heures. Donc on dit en général c'est un jour pour 1 heure de décalage, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre plusieurs jours aussi pour après se sentir en forme. Oui, Au bien bout sûr. de deuxième, troisième jour, on ressent un petit peu moins le décalage horaire. Oui, et puis c'est vrai que de ce côté, quand on arrive en Alberta, c'est un peu moins compliqué. C'est vraiment le retour qui est un peu plus, particulier. Mais c'est vrai que c'est un vol de nuit aussi le retour, donc on le ressent un peu moins. C'est assez facile de s'adapter rapidement. De toute façon, c'est dans le sens où on prend des heures en plus. Donc, du coup, quand on revient en France, c'est toujours là où c'est plus compliqué. Ouais. On se sent plus fatigué qu'en partant. Donc, oui, ça, je peux comprendre. Et toi, vraiment pour parler un petit peu du type de clientèle le type de personnes que tu vois régulièrement en Alberta, est-ce qu'on a des clients types ou est-ce qu'on a des familles, des solos, des couples, des amis, des backpackers, des gens qui décident de partir en sac à dos, il y a absolument de tout. Il y a des voyages en solo parce que c'est vrai que c'est une destination qui est très sécuritaire. Oui, ça c'est vrai. On risque pas grand chose, peut-être avec les animaux sauvages, ça ne respecte pas du tout les consignes de sécurité, mais sinon c'est très sécuritaire comme destination. Ça s'adresse à des couples qui veulent une escapade romantique, des familles qui veulent des souvenirs mémorables. C'est vrai que pour les familles c'est bien parce qu'on a les hôtels proposent toujours des chambres avec 2 grands lits. Tout à fait. Donc ça c'est l'avantage quand on voyage avec des enfants, le prix de la chambre est le même, qu'on soit à 2 ou qu'on soit à 4. Donc ça c'est vrai que c'est quand même assez abordable, peut-être plus abordable pour les familles aussi que d'autres destinations en Europe ou ailleurs. Pour les sportifs, il y a bien évidemment toute l'offre, tous les prestataires d'activités qu'on peut imaginer qui sont présents en Alberta. Et puis pour les personnes un peu plus âgées aussi, c'est une destination qui est très accessible. Il n'y a pas besoin d'être un pro de la rando pour avoir des magnifiques points de vue. Tout est généralement très accessible et pour les personnes aussi en PMR aussi, c'est très accessible. Je sais que moi sur la route j'avais vu pas mal d'endroits où on pouvait donc rentrer, où il y avait ce genre de pont qui permettait aussi, vitré, donc qui permettait aussi d'avoir toute la vue sur la route des glaciers ou sur certains lacs. Donc ça c'est vrai que pour les personnes en chaise roulante ou des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui ne peuvent pas du coup profiter de randonnée, je trouve que c'est une très très bonne alternative de voyage du coup et de découverte, quoi. Donc tout à fait, c'est vraiment une destination qui s'adresse à tout le monde. Et j'aurais une dernière aussi, moi du moins, moi c'est mes questions, après peut-être que les personnes qui sont en direct auront aussi d'autres questions. Est-ce que, en dehors des lacs, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, effectivement, il n'y a pas que les lacs, parce qu'on a parlé beaucoup de lacs. Les lacs sont emblématiques parce qu'ils ont vraiment cette couleur magnifique qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais il y a les montagnes, il y a les portions plus désertiques avec les canyons dans l'est de l'Alberta. Dans le sud, on a ces communautés un peu plus rurales qui vont être tournées autour de la culture western. Donc il y a des expériences aussi très immersives telles que loger dans des ranchs, découvrir vraiment toute cette culture western à travers cette activité-là. Dans le nord, on a toutes les activités aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais liées à la culture autochtone. Donc pour ceux qui sont davantage en quête d'expériences culturelles, on a des centres culturels, des activités immersives où on va vraiment à la rencontre des peuples autochtones. Ça, c'est vrai que ça, c'est vraiment en valeur avec du coup notre agence de voyage Fairmove, puisqu'elle c'est une agence donc qui est plus responsable aussi dans ses voyages et qui prône aussi les valeurs de l'immersion. Donc aller découvrir aussi l'artisanat et découvrir aussi les peuples, les autochtones, aller vivre aussi chez l'habitant ou découvrir comment vit l'habitant. Donc comme tu disais, au niveau des ranchs aussi, voir comment ils élèvent le bétail, ils font leur agriculture, etc. Donc je pense que ça peut être aussi une bonne valeur ajoutée sur les voyages. Je pense qu'on peut même faire une petite parenthèse sur cette culture western, parce qu'elle n'a rien de superficiel, on le mentionnait rapidement. Mais c'est vrai que l'Alberta, c'est aussi le premier exportateur de viande bovine de toute l'Amérique du Nord. Et donc c'est vraiment une culture, être cow-boy c'est vraiment un métier en Alberta. Et le plus grand témoignage finalement de cette culture western, ça va être le Stampede. Alors le Stampede, on va se faire un petit aparté après, mais c'est le plus gros festival déjà du Canada qui accueille plus d'1 million de spectateurs chaque année. Ça se passe pendant 2 semaines et c'est vraiment
Enfin, je vais te laisser Moi, en parler. Mais c'était mon rêve. c'est, C'était mon rêve et du coup, j'ai fait mon voyage en fonction aussi du Stampede pour finir en fait mon voyage sur le Stampede à Calgary. Donc c'est incroyable. C'est comme je l'imaginais. Je pense même au contraire, c'est même plus que ce que j'imaginais. Donc tout le monde est habillé en cowboy, en cowgirl. On a des concerts, concerts de country, on a des jeux, on a des animations toute la journée. Des concerts payants ou gratuits aussi, donc on a plusieurs scènes, c'est immense et ça dure, il me semble, alors moi j'avais fait le premier week-end, il me semble que ça dure sur 2-3 week-ends comme ça, dure 2-3 semaines. 2 semaines, voilà, donc c'est vraiment une expérience, on peut aller voir comment on appelle ça, dans du lasso, enfin du... Oui, tout à fait, des courses, du rodéo. Du rodéo, voilà, c'est ça, du rodéo, du lasso. Ça c'était super. C'est à la fois une fête foraine également, oui. Il y en a vraiment. Pour tous les âges en fait. Non mais vraiment, c'est une expérience à part entière. Et donc, ça par contre, il me semble qu'en juillet, donc je sais pas si c'est en hiver, je pense pas qu'il le propose. Alors il le propose pas, en revanche, non, c'est vraiment un festival estival. En revanche, il y a un nouveau musée à Calgary qui s'appelle le Sam Center et qui vraiment met en lumière toute l'histoire du Stampede de la ville pour voilà, justement que les voyageurs puissent profiter de cette ambiance cowboy à fond. Ça c'est super. Et une dernière, moi j'ai aussi une autre question sur les paysages, on parlait tout à l'heure de l'hiver. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont aussi posé la question, est-ce qu'on peut voir des aurores boréales en hiver? Alors, non seulement on peut en voir en hiver, mais on peut aussi en voir en été. C'est un phénomène, bon, alors en été c'est beaucoup moins fréquent, tout simplement parce qu'il faut des nuits noires assez longues, donc c'est pour ça qu'en hiver on a plus de chances d'en voir, mais c'est vrai que bien sûr on peut en voir, et ce absolument partout sur la province. Maintenant, plus on se dirige vers le nord et plus on a de possibilités d'en voir parce qu'on se rapproche du cercle voilà, où il y en a le plus, mais on peut en voir, moi j'en ai vu en mai. En plein mois de mai à Waterton, donc vraiment dans le sud de l'Alberta. D'accord. Écoutez, parfait. Je ne sais pas si on a d'autres questions peut-être qui nous ont été demandées. Alors je vois qu'il y a une question qui doit être posée sur le top 5 des choses à faire. Alors moi je te laisse y répondre. Je pense qu'on a à peu près les mêmes. Oui, tout à fait. Le top 5 c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je dirais déjà les parcs nationaux. Il y a 5 parcs nationaux en Alberta, donc on a les plus connus, Banff Jasper, ensuite on a Waterton avec l'État du Montana, on a Elk Island à côté d'Edmonton et Wood Buffalo qui se trouve vraiment tout au nord de la province. Les parcs nationaux c'est vraiment un incontournable parce qu'il y a des lieux emblématiques à voir à l'intérieur de ces parcs nationaux, mais ce sont des réserves d'animaux sauvages, donc c'est vraiment un cumul pour les amoureux de la nature, c'est vraiment, il faut cibler les parcs nationaux. Ensuite, tu es d'accord avec moi là-dessus? Parfait. Complètement. C'est une raison pour laquelle on y va aussi. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pour les parcs, c'est pour la nature, c'est pour les paysages, les lacs, les montagnes, donc oui, complètement. Alors je dirais que dans le top 5, il y a forcément tout l'aspect lié au hockey sur glace. On va pas se mentir, c'est le sport national des Canadiens. Le hockey, c'est vraiment que ce soit le pratiquer en hiver dans des petits clubs locaux ou même juste patiner, louer des patins sur la glace et s'essayer au hockey sur glace, ça devient vraiment, c'est une vraie religion en Alberta, le hockey. Donc je dirais que ça fait partie définitivement du top 5. Toutes les activités d'observation de la faune. Il y a beaucoup de prestataires qui permettent justement aux voyageurs d'aborder cette faune sauvage de façon respectueuse, sécuritaire. Et ça c'est vraiment un incontournable également. Je dirais les activités liées à la culture western, on en parle beaucoup mais c'est vraiment inhérent, c'est un gros point fort, on est vraiment la seule province à proposer ce type d'activité. Et puis même juste dormir au sein d'un ranch. Puis en plus, il n'y a pas d'autres festivals qui ressemblent au Stampede ailleurs au Canada. Il y en a, mais moins. Avec, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et là, j'étais quoi sur top 4 Et puis oui, ça va être aussi les hébergements et la rencontre aussi des peuples autochtones. Hein, je le mentionnais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que des musées avec des centres culturels, il y a vraiment des expériences immersives où on est au contact de ces peuples, on mange les repas avec eux. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont proposées. Je pense à Métis Crossing notamment, qui est un centre culturel qui se situe à côté d'Edmonton. Et c'est dans un lieu absolument magnifique en bord de rivière. Et là, vraiment, on part à la rencontre des métis qui ont à cœur de transmettre leur savoir, de partager leur histoire. On fait des ateliers d'artisanat, on va rencontrer les bisons blancs avec eux.
Enfin, c'est vraiment au-delà d'un musée et de la découverte, c'est vraiment une expérience humaine avant tout. Moi, j'ai un truc en plus que tu n'as pas mentionné qui, moi, faisait partie de mon top 5. C'est le lac Maligne. La croisière vraiment sur le lac où on est encerclé glacier et on arrive sur cette petite île qui s'appelle donc Spirit Island. Tout à fait. Où on peut donc descendre et c'est incroyable. C'est une petite île en fait qui est au milieu alors de ce lac, de ces glaciers. Et pour moi, c'était une croisière exceptionnelle. Vraiment, ça valait le coup. Je ne l'avais pas réservé à l'avance. Je suis arrivée sur place, j'ai eu la chance d'avoir de la place. Et honnêtement, pour moi, ça faisait partie de mon top 5 de mon voyage. Ouais. Parfait. Alors, on a une question sur le budget moyen. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, ça va dépendre du type de voyage que vous pouvez faire. Donc, que ce soit un circuit accompagné, ça va être des voyages qui vont être un petit peu plus élevés, puisque les durées vont être aussi plus longues. Elles peuvent souvent être en moyenne d'une durée de 15 jours. On a donc toutes les activités qui sont comprises, les hébergements, le vol. On a un guide aussi qui est avec vous en fait, pendant toute la durée. Après, on a une offre aussi qui est proposée chez Fairmove avec donc 7 nuits, vol plus hôtel donc sur Calgary, donc 7 nuits, 9-10 jours en comptant donc le décalage avec le vol. Et on va être à peu près à 1045 euros. À partir de 1045 euros, ça va dépendre aussi de la saison, vacances scolaires ou en vacances scolaires. Donc voilà, après le budget, on commence à 1045 et après les budgets peuvent être un petit peu plus élevés. Ça va dépendre aussi si vous, selon la formule que vous souhaitez le faire. Si vous souhaitez le faire en circuit accompagné ou en auto-tour, c'est-à-dire en circuit seul, location de voiture, le type d'hébergement que vous voulez prendre. Mais ça, après, je vous invite, si vous êtes intéressé, à envoyer donc une demande directement à Fairmove, à nous appeler pour que nous, on puisse vous emmener vers la formule qui vous intéresse le plus et vous proposer aussi, selon votre budget, un voyage adéquat voilà, selon vos besoins. On a eu également une autre question sur la météo. Parce que toi, du coup, tu as parlé de l'hiver, moi, j'ai parlé de l'été. Donc, l'été, pour moi, pas de problème puisque j'étais en short. J'étais en short, il a fait très chaud, on a pris beaucoup de coups de soleil également. Mais du coup, en hiver, quelles sont les températures? Est-ce qu'il fait très, très froid? Est-ce que c'est un peu plus compliqué, du coup, de visiter aussi voilà, d'aller pas du tout. Ça, c'est vraiment une idée préconçue qu'on se fait, qui fait un froid glacial en Alberta. Pas du tout. Alors, bien évidemment, au cœur de l'hiver, au mois de janvier, c'est le mois le plus froid. Quand on est dans les montagnes, alors oui, effectivement, il y a des températures qui peuvent aller jusqu'à des moins 30 degrés. Donc là, effectivement, c'est vraiment le plus froid qu'il y ait. Mais généralement, le mois de janvier, les températures moyennes minimales, c'est moins 12 degrés. Donc entre moins 5 et moins 12, dans les températures moyennes supérieures versus minimales. Donc ça reste relativement acceptable et puis surtout on pratique la méthode de l'oignon, on met plusieurs couches. Et puis après ça change aussi beaucoup en fonction de là où on se trouve en Alberta. Si vous allez dans les Badlands, moi j'y étais allée en mai par exemple et j'étais en short pareil, débardeur et coups de soleil, tandis que j'avais un autre groupe qui était en train de skier au mois de mai dans les Rocheuses. C'est ça. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. C'est vrai que moi j'avais cet a priori en me disant voilà, jusqu'au des fois mi-juin, on peut avoir des risques aussi qui puisse neiger. C'est très aléatoire. C'est comme aussi aux États-Unis, la partie Yellowstone, on est sur des parties où il peut faire froid aussi encore, où il peut neiger jusqu'à mi-juin. Mais moi je suis partie mi-juin et au final j'étais déjà en débardeur, donc ça va aussi dépendre voilà, des années aussi. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je pense que c'est tout. On a une question sur les démarches à faire pour aller au Canada. Donc alors, un passeport valide, donc il faut que le passeport soit valide 6 mois après la date retour et on a donc un visa à faire qui coûte 7 $ canadiens, donc l'équivalent de 5 €. Donc c'est l'AVE, il se fait en ligne directement, donc vous pouvez aller voir sur le site diplomatie.gouv, vous tapez Canada, il est assez rapide, très simple à faire. Voilà, pour les personnes, les femmes qui sont mariées, on recommande de réserver au nom de jeunes filles, donc de faire le visa aussi au nom de jeunes filles. En fait, le mot de passeport, voilà. C'est ça, le nom qui apparaît, celui qui apparaît en bas, c'est beaucoup plus facile, comme ça correspond aussi au visa. Voilà, mais sinon ce sont les seules réglementations à faire. Et puis juste profiter de ce beau voyage. Tout à fait. Est-ce qu'on a une autre question aussi sur le drone? Alors ça, moi j'ai pas, je suis pas très technologie en général drone, donc je n'en ai pas. Est-ce que toi tu as déjà eu le cas? Est-ce qu'on peut prendre des drones par rapport aussi aux nuisances ou autres? Alors on peut prendre un drone, oui, mais attention, pas dans les parcs nationaux.
Ok. Donc dans les parcs provinciaux, ça dépend aussi des lois, il faut vraiment regarder sur les sites internet des parcs provinciaux, mais vous pouvez prendre votre drone et faire des super belles vidéos, mais il faut vraiment faire attention de où on l'utilise, parce que c'est tout simplement pour préserver la faune sauvage. Ok. Et moi j'avais une dernière question parce que j'ai eu je me suis posé la question. Je n'ai pas payé les parcs nationaux. C'est vrai que cette année ils ont pas fait payer. Alors je ne savais pas trop pour quelle raison. Si c'était uniquement juste. cette année. Ok. C'était uniquement cet été. Mais normalement, dans tous les parcs, une fois qu'on arrive dans un parc national, il Voilà, faut c'est payer ça. tous les jours. On peut payer en avance. Il y a un mais pass c'est, peut-être aussi, non? Oui, il y a des passes, bien entendu. Voilà, qui sont plus avantageux aussi en termes de tarifs. Oui, tout à fait. Ouais. Mais pareil, on va sur le site des parcs nationaux et on a toutes les informations requises. C'est pour très les séjours. accessible. Ouais. Bah écoutez, voilà, je pense pas qu'on a d'autres questions. Juste pour vous informer donc qu'il y a un code promo. Donc vous allez pouvoir bénéficier, donc pour toutes les personnes qui étaient présentes à ce live et puis même à vos amis, vous pouvez en faire bénéficier à vos amis, à votre famille, en passant donc le message. Donc on a un code promo de 5% sur le Canada, donc notamment sur l'Alberta. Donc vous avez juste à contacter l'agence Fairmove, à nous faire une petite demande. Le code promo c'est Canada 5. On va également l'envoyer aussi dans le chat. Donc comme ça, voilà, pas de raison de le perdre. Et puis voilà, donc vous nous appelez et puis on sera ravis de pouvoir faire voyager nos prochains clients d'Alberta et de pouvoir leur proposer un super séjour. Parfait, merci beaucoup. Merci pour votre à vous, attention bonne et soirée. bonne soirée. À bientôt.